Bienvenue sur Zoom In. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers assez particulier de la diplomatie du Vatican. Oui, un monde fascinant. On va suivre le parcours de plusieurs papes Hum, et essayer de comprendre comment le Vatican a géré des périodes vraiment tumultueuses, Exactement. la montée du fascisme, du nazisme, La guerre froide. la guerre froide. Des défis considérables. Et comment, par exemple, un pape a pu contribuer à la chute du mur de Berlin. Ah oui, Jean-Paul II, un pape marquant. Tout à fait. Mais avant d'arriver à Jean-Paul II, il faut remonter un peu dans le temps. Oui, à la fin du XIXe siècle, début du XXe, Une période charnière. le pape se retrouve dans une situation, délicate, Délicate, c'est le mot. avec la perte de ses territoires face à l'Italie unifiée. Ah oui, l'Italie devient un État unifié. Exactement. Et le pape devient presque un prisonnier dans son propre palais. C'est une image forte. Hum. On a tous en tête cette image du pape Léon XIII, filmée par les frères Lumière en 1886. Oui, une image poignante. Il incarne cette perte de pouvoir temporelle. Rome est devenue italienne et le pape est confiné au Vatican. Il ne peut même plus sortir. C'est ça. Alors comment ce contexte a-t-il influencé la diplomatie du Vaticanat? Eh bien, ce vide de pouvoir a forcé le Vatican à adopter une approche plus prudente, plus discrète. On se replie un peu vers. Oui, on se concentre sur la protection des intérêts catholiques au sein des différents systèmes politiques. On évite la confrontation directe. On négocie, on essaie de trouver des compromis. Exactement. On peut prendre l'exemple de la Première Guerre mondiale. Ah oui, le pape Benoît XV. Il essaie de promouvoir la paix, de jouer un rôle de médiateur. Il lance des appels, propose des plans de paix, Mais ses efforts sont minés par des accords secrets. des accords entre les grandes puissances. Oui, et le Vatican est exclu des négociations. C'est incroyable. Le pape mis à l'écart des discussions pour mettre fin à une guerre mondiale. C'est ça. On imagine sa frustration. Oui, on peut l'imaginer. Mais cette prudence ne l'empêche pas de s'engager avec des régimes controversés. Ah oui, par exemple avec Mussolini en Italie. Le fascisme, un régime autoritaire, antidémocratique. Et pourtant, le Vatican signe le traité du Latran en 1929. Un traité qui crée l'État du Vatican. Exactement. Le pape retrouve un territoire, une souveraineté. Mais à quel prix? Eh bien, Mussolini obtient en contrepartie un contrôle significatif sur la vie religieuse en Italie. C'est un compromis difficile, on peut le dire, Oui, et il suscite de vifs débats au sein du Vatican. entre ceux qui y voient une victoire pragmatique Oui, comme le cardinal Gaspari. et ceux qui dénoncent une compromission dangereuse. Comme le futur Pitette. Pieter, qui était nonce apostolique en Allemagne avant de devenir pape. Oui, il a connu de près la montée du nazisme. Et il se retrouve pape alors qu'Hitler arrive au pouvoir. Un contexte explosif. C'est le moins qu'on puisse dire. Et il va lui aussi signer un concordat avec Hitler. En 1933, l'objectif c'est de protéger l'Église en Allemagne. On imagine que les nazis n'étaient pas très tendres avec l'Église catholique. Pas vraiment. Ils la voyaient comme un obstacle à leur idéologie totalitaire. Et ce concordat a-t-il vraiment protégé l'Église? Il lui a donné une certaine protection juridique, mais Mais Hitler n'a pas hésité à violer ce concordat dès qu'il a jugé nécessaire. ah oui, les nazis n'étaient pas vraiment connus pour respecter les accords. Non, en effet. Et ce qui est frappant, c'est qu'on a retrouvé des notes personnelles de Pacelli, avant qu'il ne devienne Pise, où il qualifie Hitler de maniaque et d'égocentrique. Oui, des notes très critiques. Alors, comment expliquer sa décision de signer un concordat avec un homme qu'il jugeait si dangereux? C'est là toute la complexité de la situation. Piaf est pris entre le marteau et l'enclume. Il veut protéger l'Église. Exactement. Il veut éviter un nouveau Kulturkampf, une nouvelle vague de persécution anticatholique. Comme celle qui a eu lieu en Allemagne au XIXe siècle. Oui, une période très difficile pour l'Église catholique. Mais en même temps, il ne peut ignorer la nature du régime nazi. C'est un dilemme terrible. On imagine les débats houleux au sein du Vatican à cette époque. Oh oui, des débats passionnés. Fallait-il condamner ouvertement Hitler, au risque de représailles? Ou privilégier une approche plus diplomatique, en coulissave. Un choix cornélien. Et c'est ce dilemme qui va marquer tout le pontificat de Pédéteur. Et notamment sa position face à l'Holocauste. Un sujet extrêmement sensible qui continue de faire débat aujourd'hui. Le silence de Pierre. Certains lui reprochent de ne pas avoir dénoncé plus fermement le génocide des Juifs. C'est une accusation grave. Mais il faut comprendre le contexte. Pia condamne le génocide, mais de manière voilée. Il craint des représailles contre les catholiques. Il faut dire que les nazis n'étaient pas connus pour leur clémence. En effet. Et puis, il faut rappeler que le Vatican a agi en coulisses
pour sauver des vies juives. Oui, on a des preuves de ces actions, Des documents, des témoignages. qui montrent que le Vatican a protesté par les voies diplomatiques et a même organisé des filières de sauvetage. Des actions discrètes mais efficaces. Il faut reconnaître que Piat se trouvait dans une position intenable face à un choix impossible. D'un côté, l'obligation morale de dénoncer l'horreur de l'Holocauste. Et de l'autre, la crainte de mettre en danger des millions de catholiques. La Seconde Guerre mondiale a vraiment mis le Vatican à l'épreuve. Oui, une période de grands bouleversements. Et après la guerre, le Vatican se retrouve face à une nouvelle menace, le communisme. L'autre grand défi du XXe siècle. Comment la diplomatie du Vatican a-t-elle évolué face à ce nouvel adversaire? Pius a encouragé les catholiques à voter contre les partis communistes. Une prise de position claire. Oui, il perçoit le communisme comme une menace pour l'Église, Une idéologie athée, matérialiste. incompatible avec la foi catholique. Et Piazzan influence ainsi les élections en Italie et dans d'autres pays. Oui, le Vatican n'hésite pas à s'engager politiquement quand il le juge nécessaire. C'est dans ce contexte que John Exode devient pape. Un pape qui va marquer un tournant. Un pape d'ouverture, de dialogue. Exactement. Il met l'accent sur l'œcuménisme. Il tend la main aux autres religions chrétiennes. Un geste fort, symbolique. Oui, il veut dépasser les divisions, construire des ponts. On sent une volonté de renouveau, de dialogue avec le monde moderne. C'est ça. Et Jean Exode va lancer le Concile Vatican II, Un événement majeur pour l'Église catholique. qui va la transformer en profondeur. On en parlera plus en détail dans la prochaine partie de notre exploration. Avec plaisir. On s'est arrêté avant la pause sur l'os politique de Paul VI. Cette politique d'ouverture vers l'Europe communiste. Un exemple de la capacité d'adaptation du Vatican face à des réalités politiques complexes. On peut penser aussi à l'Espagne de l'entre-deux-guerres. Ah oui, l'Espagne, un cas très intéressant, Un pays profondément catholique. mais aussi profondément divisé. En 1931, la monarchie est renversée. Une république est proclamée. Que Pietro reconnaît rapidement. Preuve de son pragmatisme. Et Pietro, il a connu des régimes autoritaires. Staline, Hitler, Mussolini. Il a dû apprendre à naviguer en eau trouble. Absolument. Mais cette république espagnole est fragile. Tiraillée entre des forces anticléricales et des catholiques très conservateurs. Et là, le cardinal Segura, archevêque de Séville, met de l'huile sur le feu. Avec une lettre pastorale. Contre la République, ouais. Oui, une lettre très critique. Et ça a eu un impact important. Oh oui, un impact considérable. Le gouvernement réagit violemment. Il expulse les jésuites. Adopte des lois anticléricales. La situation dégénère en a. Complètement. Des églises sont incendiées. Des couvents pillés, On assiste à une escalade de la violence. qui débouche sur la guerre civile en 1936. Une guerre fratricide. Les milices républicaines s'en prennent aux prêtres. Des massacres épouvantables. On parle de milliers de victimes. Oui, une véritable tragédie. Comment Piézite réagit-il? Il condamne fermement ces massacres. Mais il ne rompt pas les relations diplomatiques avec la République. Pourquoi? La situation est très complexe. Il y a ces violences, mais aussi la crainte de voir l'Espagne tomber aux mains des communistes. Encore une fois, un dilemme cornélien pour le Vatican. Exactement. Et c'est là que Franco entre en scène. Le général Franco, Il mène une rébellion militaire. contre la République. Les évêques espagnols se prononcent en sa faveur. Ils soutiennent Franco. Oui, il qualifie sa lutte de croisade. La religion devient un enjeu central de cette guerre. Absolument. Le Vatican, prudent, observe la situation. Il attend de voir qui l'emportera. Franco remporte la guerre, Il instaure une dictature. que le Vatican reconnaît. Une décision qui a été critiquée. Oui, car Franco s'appuie sur l'Église. Pour asseoir son pouvoir. L'Église espagnole se retrouve dans une position ambiguë, entre son soutien au régime et sa mission pastorale. Auprès d'un peuple qui souffre. Oui, c'est un dilemme moral. L'Espagne, un exemple de l'instrumentalisation de la religion. À des fins politiques. Et ça met en lumière la complexité de la diplomatie du Vatican. Oui, naviguer entre des intérêts contradictoires, Faire des choix difficiles. avec des conséquences souvent imprévisibles. On a parlé du Concile Vatican II, De l'ouverture de Jean XXII. de l'os politique de Paul VI, Mais il y a aussi Jean-Paul II, le premier pape polonais, qui aura un impact considérable. sur la chute du communisme. Oui, mais pas seulement. Avant d'aborder son pontificat, un aperçu de ses priorités en matière de diplomatie. Jean-Paul II avait une vision très claire. Laquelle est allée? Il était convaincu que l'Église devait être une force morale.
Sur la scène internationale, Une voix pour les sans-voix. un défenseur des droits de l'homme, De la dignité humaine, une vision ambitieuse qui l'a amené à s'impliquer personnellement. dans de nombreux conflits, Oui, il n'hésitait pas à prendre position, à voyager dans le monde entier, à rencontrer les dirigeants. A interpellé l'opinion publique. Il a joué un rôle important en Amérique latine, En Afrique, au Moyen-Orient. il était aussi très engagé dans le dialogue interreligieux, Tout à fait. Il a multiplié les rencontres. avec les leaders des autres religions, Il a organisé des sommets, pour promouvoir la paix, la compréhension mutuelle. une nouvelle dimension de la diplomatie vaticane, Oui, qui reflétait sa vision ouverte. universelle. Exactement. Et son engagement pour la paix Les droits de l'homme. était très visible dans sa lutte contre le communisme. Il voyait dans le communisme une idéologie athée, Totalitaire. une menace pour la liberté religieuse. Et pour la dignité humaine. Son soutien à Solidarność en Pologne. Un élément clé de l'effondrement du bloc soviétique. Absolument. Il a utilisé sa position de pape polonais. Pour soutenir les aspirations à la liberté. Ses voyages en Pologne Ses discours enflammés ont galvanisé l'opposition. au régime communiste. Il a vraiment contribué à faire tomber le rideau de fer. Un exemple frappant de l'impact d'un leader religieux. Sur le cours de l'histoire, C'est un exemple qui montre que la diplomatie du Vatican même si elle est souvent discrète. peut avoir un impact considérable. Sur la scène internationale. Et cet impact s'étend au-delà de la sphère politique. Ah oui, bien sûr. Un exemple, Son action en faveur de la culture. Jean-Paul Deleuze était un intellectuel. Un poète, un philosophe, Il a compris l'importance de la culture, comme vecteur de dialogue. de compréhension entre les peuples. Exactement. Il a utilisé sa position pour promouvoir la culture, Concrètement, il a créé des académies pontificales, pour encourager la recherche. scientifiques et artistiques, il a lancé des initiatives, pour le dialogue entre la foi et la raison, des rencontres, entre artistes, scientifiques, philosophes, croyants et non-croyants, pour réfléchir aux défis de notre temps, une approche audacieuse. qui montre son ouverture d'esprit, Il a compris que l'Église ne devait pas s'opplier, mais s'engager dans le monde. dialoguer avec la société. Et ces rencontres ont eu un impact. Ah oui, Elles ont créé des ponts, entre des mondes qui s'ignoraient, des débats importants. de nouvelles idées Jean-Paul Deleuze a compris que le dialogue est essentiel, pour un monde plus juste. plus fraternel. Et puis, il y a eu la chute du mur de Berlin, En 1989, un moment historique. auquel Jean-Paul Deleuze a contribué, Son soutien au mouvement d'opposition, en Europe de l'Est, ses appels à la liberté à la démocratie, ont joué un rôle important. dans l'effondrement du bloc soviétique, La diplomatie du Vatican, même si elle est discrète, peut avoir un impact considérable. sur le cours de l'histoire, Et cette histoire se poursuit. avec cœur. La rencontre Jean-Paul Deleuze-Gorbatchev, En 1989, deux hommes que tout oppose, mais qui se rencontrent, pour dialoguer, chercher des voies de paix, de réconciliation. symbolique de la fin de la guerre froide, Absolument. Cette rencontre montre que le dialogue est possible. même entre ennemis, C'est la seule voie. pour surmonter les divisions. Les conflits Après Jean-Paul II, les papes suivants, ont-ils continué sur cette voie? d'ouverture, de dialoguer. Oui, dans l'ensemble. Benoît face. Puis François. On poursuivit l'œuvre de Jean-Paul II. Le dialogue interreligieux. La paix. La justice sociale. Les défis de notre époque. Exactement. La diplomatie du Vatican a évolué Au cours des siècles. d'une position de repli, À une attitude d'ouverture. de dialogue avec le monde, Une évolution qui reflète les changements de l'Église au XXe siècle. notamment avec Vatican II. Et cette diplomatie, quelle est sa place aujourd'hui? Un rôle important à jouer. Le Vatican est un État souverain. Reconnu par la communauté internationale. Des relations diplomatiques avec plus de 80 pays. Il peut intervenir, Sur la scène internationale. défendre ses intérêts, Promouvoir ses valeurs. jouer un rôle de médiateur. Dans les conflits. La diplomatie du Vatican est complexe Riche d'histoire. dans sa nuance. Et elle nous concerne tous. Car elle touche aux grandes questions. La paix, la justice, Le dialogue entre les cultures. le respect de la dignité humaine. La diplomatie du Vatican, on a vu son évolution, son influence. Mais concrètement, comment ça marche? Quels sont ses outils, ses leviers d'action? Eh bien, le Vatican dispose d'un vaste réseau diplomatique, avec des nonciatures apostoliques. Les ambassades du Vatican. Exactement, dans la plupart des pays du monde.
Et ces nonciatures, quel est leur rôle? Elles sont essentielles. Pour eux. La collecte d'informations, Ah oui, bien sûr. la représentation du Saint-Siège et la promotion de ses intérêts. Le Vatican utilise aussi des canaux plus informels, non? Oui, bien sûr. L'Église catholique est présente partout dans le monde. Un réseau immense Des évêques, des prêtres, des religieux. qui ont une connaissance fine des réalités locales Un réseau précieux. pour avoir une vision plus complète des situations. On a souvent l'image d'une diplomatie secrète qui agit dans l'ombre. C'est vrai qu'elle est souvent discrète. Elle privilégie les négociations coulisses. La médiation, Mais elle n'hésite pas à s'exprimer publiquement. quand c'est nécessaire. On l'a vu avec Jean-Paul II. Qui dénonçait les injustices. Les violations des droits de l'homme. Le Vatican utilise tous les moyens à sa disposition. Pour faire entendre sa voix. Défendre ses valeurs. Promouvoir la paix et la justice. Et aujourd'hui, face aux défis du XXIe siècle, quel rôle peut jouer cette diplomatie? Le Vatican est attentif aux grands enjeux. Lesquels fait? La pauvreté, les inégalités, Les migrations, le changement climatique. les conflits interreligieux, Il utilise sa voix pour alerter l'opinion publique, interpeller les dirigeants, encourager le dialogue. la coopération internationale. Tout à fait. On a l'impression que le pape François est très investi dans ces questions. Oui, il a placé la justice sociale et l'environnement au cœur de son pontificat. Il prend des positions fortes. Critique les injustices. Appelle à un changement radical. De nos modes de vie. La diplomatie du Vatican est engagée dans les grands débats de notre temps. Absolument. Le Vatican cherche à être un acteur constructif, une force de proposition, Un promoteur de paix de dialogue. dans un monde complexe. Divisé. Merci de nous avoir éclairés sur cette diplomatie si particulière. Merci de m'avoir invité. C'est la fin de notre exploration du monde de la diplomatie du Vatican. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. À bientôt pour une nouvelle découverte.